L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Burkina Faso, Espagne, Irlande, Norvège, Iran, Japon, Chine, Corée du Sud. Voilà les pays qui seront décryptés cet après-midi. Je reçois pour vous Hulda Mama. Elle est experte en relations internationales. Bonsoir. Bonsoir, Tatiana. À côté de Hulda, nous avons Martial Akwete. Il est consultant géopolitique. Bonsoir. Bonsoir. Le dernier panéliste, il n'est plus à présenter, Laurent Delors-Faton, spécialiste en communication politique. Bonsoir. Bonsoir, Tatiana. Alors, chers invités, cet après-midi, nous commençons par le Burkina Faso, assise nationale sur la transition prolongée de 5 ans, assise nationale sur la transition, signature d'une nouvelle charte. Hulda. Oui, alors effectivement, on s'y attendait, parce que la fin de la période de transition telle qu'elle avait été fixée dans la charte, qui a été établie non pas sous Ibrahim Traoré, mais sous son prédécesseur, le putschiste, celui qui a renversé Roch Marc Christian Kaboré, effectivement se terminait en juillet. Ils sont un peu allés à l'école du Mali, à savoir la prolongation de la durée de transition. La différence étant qu'ils l'ont fait en amont de la fin officielle de cette période de transition. Alors les arguments qui sont donnés par Ouagadougou sont les mêmes qui ont été donnés par Bamako, grosso modo, à savoir la situation sécuritaire, qui ne permettrait pas l'organisation d'élections et le reflet d'un réel consensus national. Mais il n'y a pas que ça en réalité. En plus de cette situation sécuritaire, juste un mot, effectivement, il y a un nouvel indice qui est sorti et qui nous dresse un tableau sombre de la situation. Entre janvier et puis mai, il y a eu un peu plus de 3000 morts au Burkina Faso. C'est en quelque peu amélioration par rapport à l'année précédente, puisqu'à la même période de 2023, il y avait 20% de morts de plus. Néanmoins, ça demeure conséquent et depuis déjà un certain nombre de mois, le Burkina Faso et le Sahel plus largement sont les épicentres du terrorisme mondial. Ça n'est plus aujourd'hui le Moyen-Orient, ça n'est plus l'Afghanistan, c'est aujourd'hui le Sahel. Donc voilà pour la situation sécuritaire, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi une forme de défiance vis-à-vis du mode le processus de désignation des dirigeants, parce que, on sait que la démocratie libérale a eu parfois et très souvent du mal à s'ancrer ici en Afrique. On a un problème dans la désignation des candidats. On a une difficulté par certains acteurs politiques à ouvrir le jeu et à réellement laisser entrer les candidats pour qu'on ait vraiment un processus free and fair, comme le disent les Américains. Ensuite, on a l'espèce de défiance dans le système à générer un véritable changement dans la capacité des institutions démocratiques et dans la capacité des élections plus précisément à générer une réelle alternance. Donc, on a l'impression que si on ne bloque pas l'entrée en lice des candidats les plus populaires, ceux qui portent vraiment la voix du peuple, si on va aux élections, on a quand même le risque de fraude électorale. Et à cet égard, ce qui s'est passé au Tchad ou ce qui s'est passé au Togo récemment
donne du grain à moudre ouais. et encourage cette vision de la démocratie complètement dévoyée. Donc, vous avez également cette espèce d'idée que les élections sont une sorte de porte d'entrée, de cheval de Troie à l'impérialisme. Le fait que, comme c'est quelque chose qui va être financé, peut-être en général, les aides viennent pour le financement de ces processus, l'idée que, eh bien, le système va se débrouiller pour adouber un candidat qui lui sera favorable. Okay. Et troisièmement, plus généralement, il y a ce problème, encore une fois, de la démocratie en Afrique. Est-ce que vraiment l'Afrique est prête pour la démocratie? Moi, je pense que c'est un faux débat. Je pense que la démocratie est un bouc émissaire pour, en réalité, des problèmes de malgouvernance, des problèmes d'impéritie, d'incompétence de certains gouvernants, et puis aussi une espèce de conflit de loyauté entre le système qui parfois parraine eh bien, ces acteurs-là, et puis vraiment les intérêts strictement nationaux des États. Alors, monsieur Martial à côté, dites-nous un peu, est-ce que 2 jours ont suffi véritablement pour dresser le bilan de la transition depuis octobre 2022? Pardon, de 2 jours, ça n'a même pas fait 2 jours, c'est 2 jours qui a été prévu, mais on a vu qu'en une journée, déjà dans l'après-midi de la première journée, les décisions sont tombées, et puis c'est tout à fait prévisible ce qu'on a pu observer, dans ce sens que bien avant les assises nationales, on a déjà vu la majorité, une grande partie de la population descendre dans les rues et réclamer le fait que le président de la transition, Ibrahim Traoré, soit maintenu, qu'on lui accorde beaucoup plus de temps. D'autres même, vous aurez pu lire sur les pancartes 10 ans, 20 ans, 50 ans, et tout ça. Donc on voit déjà que il y a déjà un consensus, si on peut l'appeler ainsi, à l'intérieur du pays, et donc il y a cette légitimité venant du pays et qui ne donne pas, effectivement, quand on a prévu la séance, c'est pas essentiellement pour dresser le bilan, parce que c'est pas ce qu'on aurait pu faire pendant cette période relativement courte de 2 ans, et donc l'essentiel ici, c'est d'accorder au président Ibrahim Traoré le mandat. C'est très important, parce que il a changé de statut maintenant, il est le président du Faso. Ah oui, tout à fait. Donc, on dit plus président de la transition, président du Faso. Voilà, le président du Faso. Et puis, ce n'est pas du tout anodin. C'est pour dire que maintenant, nous sommes dans quelque chose qui est autre qu'une simple transition. On nous a donné le mandat d'agir, de gouverner, et cette manière de gouverner, ce mandat qu'on nous a donné, en réalité, ce n'est pas un mandat d'années, du nombre d'années qu'il faut faire. C'est un mandat qu'on leur a donné pour dire, voilà, sécuriser le territoire, parce que c'est la priorité du gouvernement. Et quand à la sortie même des assises ou de la décision, vous verrez qu'on dit qu'on pourrait organiser les élections bien avant, même si la situation sécuritaire le permet. Il ne faut pas regarder la chose dans un seul sens, il faut le voir dans l'autre sens. Après les 5 années, si la situation sécuritaire n'est pas au beau-fils, n'est pas comme on veut, ça veut dire qu'on peut continuer à prolonger. À vous entendre, j'ai comme l'impression qu'on risque de se retrouver avec un bis repetita, avec un peu du genre Blaise Compaoré, qui a fait, bon, je vais pas m'avancer dans du n'importe quoi. Il a souligné un aspect très important, il a parlé de sécurité, Oulda aussi en a parlé, pardon. Alors, c'est vrai que nous savions tous que cette situation était prévisible, mais est-ce que l'argument sécuritaire avancé n'est pas un simple prétexte? Je vais d'abord commencer par dire qu'il y aura un autre coup d'État encore au Burkina. Vous êtes magicien? Non, je suis il y aura un autre coup d'État au Burkina. Ne vous leurrez pas, parce que vous savez, ces jeunes, des jeunes frères, des jeunes qui se prennent déjà pour des demi-dieux. Quand ça a commencé, moi j'étais très dur. J'ai dit, il ne faut jamais permettre que les militaires prennent le pouvoir encore en Afrique. On a déjà vu dans les années 60-70. On connaît le résultat, le bilan était chaotique partout. Il n'y a pas une seule exception. On me parle là du Ghana. Mais le cas du Ghana est un cas à revoir autrement. Ouais. Et au Burkina, on a vécu, au Niger, on a vécu, au Mali, Guinée équatoriale, Guinée-Conakry, on a vécu partout. Et on sait comment ça a fini. Tous deviennent des dictateurs féroces. Le Burkina est en train de naître un nouveau dictateur qui ne va pas vouloir laisser le pouvoir. Et vous avez vu déjà, dans la résolution, on a dit qu'il est présidentiable plus tard. Ouais, il pourra se présenter candidat. C'est qu'au cas où on ne pourra pas lui renouveler le mandat, il ira aux élections. Il fera l'élection à la tchadienne. Exactement. C'est que ce jeune a déjà pris le gros pouvoir et il va devenir dictateur féroce pour l'avenir du Burkina. Je suis sûr, et c'est ça, peut-être que c'est pas la politique, hein, c'est de la stratégie.
un autre Burkinabé voulu faire le coup d'État. Parce que personne n'acceptera qu'il continue pas à faire ce qu'il a fait actuellement. Parce qu'il a d'aller de conduire le pays dans la dérive totale. Et il n'a pas les moyens d'arrêter le terrorisme. Il n'en a pas. Aucun pays sahélien ne peut arrêter le terrorisme seul. Il peut pas arrêter le terrorisme, c'est une question. Oui, mais ils ont décidé de créer l'ASE, non? L'ASE, c'est que ce qui est dangereux, c'est que c'est toute une zone qui doit sécuriser le terrorisme. Ce n'est pas les 3 pays, mais les 4 pays qui vont sécuriser. Tant que le Burkina ne sera pas associé au Togo, au Bénin, à la Côte d'Ivoire consort, ils ne pourront pas sécuriser le terrorisme. Parce que le terrorisme, c'est un phénomène international. Et il faut qu'on ait un cercle partout pour l'encercler. Et quand ils prennent le prétexte de sécuriser le territoire, c'est un faux prétexte. D'ailleurs, parce que tout à l'heure, vous le disiez tout à l'heure, en 2 ans, il y en a un an et quelques, ils n'ont pas pu résoudre le problème. Le problème a diminué légèrement parce qu'il y a d'autres fronts ailleurs. Ouais. Il y a d'autres fronts qui sont nés. Israël est né, d'autres fronts sont nés. Ça veut dire que la circulation des armes a été un peu délocalisée ailleurs. Quand il n'y aura pas les armes ailleurs, les armes vont revenir encore en Afrique. Parce que ce n'est pas une question de l'Afrique. C'est une question de la production de l'artillerie, d'armement dans le monde entier. Et il faut vider les casernes. Il faut vider les stocks aux États-Unis et dans les autres pays. Et il faut trouver des territoires dans lesquels on va les vider. C'est qu'eux ne peuvent rien faire. Peut-être que je suis le président, ce sont des amuseurs de la galerie. Et comme nos peuples africains sont tous des peuples naïfs, la naïveté des peuples burkinabés fait qu'il applaudit un dictateur qui a été créé progressivement. Et tout à l'heure, quand il va se rendre compte que c'est un dictateur qui n'aura résolu aucun problème, on va se soulever. Il y aura d'autres qui vont le faire coup d'État et on va encore replonger dans une situation chaotique. Ce qui aurait été, à mon avis, bien, est que des intellectuels, des gens avertis, la classe politique burkinabé, se réveillent et jouent le rôle pour faire blocage. Mais malheureusement, il y a un courant de panafricanisme, pseudo-panafricanisme, qui parcourt tous les pays et qui encourage ces jeunes dictateurs et qui disent qu'on veut lutter contre l'impérialisme. Alors qu'ils n'ont aussi aucun moyen de lutter contre l'impérialisme. L'impérialisme ne vient pas de la France. L'impérialisme vient du Burkina. C'est à l'intérieur de nos pays. Ce n'est pas les Français qui consomment le vin français. C'est les Burkinabés qui consomment le vin français. C'est les Burkinabés qui veulent s'habiller comme Christian Dior, qui veut consommer tout ce que la France produit. C'est-à-dire, même si la France se retirait du Burkina, l'impérialisme sera toujours au Burkina. C'est-à-dire que le situation est plus complexe et chaque fois, on est trop pressé, on reste à la superficie, tout le monde analyse la situation avec de sang chaud, avec fait de froid. Alors, je pense qu'une fois encore, le cas du Burkina à la suite du Mali interpelle chacun de nous en tant qu'intellectuel, en tant que politique. Alors, je me retourne vers vous, Oulda. Vous avez écouté les 2 intervenants. Est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, le capitaine Ibrahim Traoré, les Burkinabés voient en lui un certain Thomas Sankara? Oui, alors lorsqu'il a pris le pouvoir en septembre 2022, me semble-t-il, fin septembre, eh bien on a vu un certain nombre d'indicateurs communs, l'âge, un certain nombre de choses qu'ils partageaient lorsqu'ils sont arrivés effectivement. Certainement que il y a une particularité chez le peuple burkinabé. Je souscris à ce que Laurent Delors-Faton disait, en ce qu'il ne faut pas y voir une panacée dans les coups d'État. Et puis je m'inscris en faux contre l'émotion actuelle qui est de tout jeter sur le dos de la démocratie, alors qu'on a pour l'instant donné au peuple africain qu'un ersatz de démocratie, une fausse démocratie, pas la réelle démocratie qui s'appuie notamment sur l'état de droit, qui ne veut pas l'état de droit, à savoir la protection contre toute forme d'arbitraire du pouvoir, qui ne veut pas avoir sa voix au chapitre dans la désignation de nos dirigeants, de nos élus. Et puis il faut arrêter de dire que l'Afrique est complètement imperméable à la démocratie, puisque même dans nos institutions précoloniales, il y avait des éléments de démocratie. Ça n'était pas des démocraties à proprement parler, mais il y avait des institutions qui fonctionnaient de façon démocratique. Le roi n'était pas un souverain absolu, il y avait des contre-pouvoirs, il y avait des assemblées délibératives, il y avait des gens qui pouvaient parler au roi et lui dire non. Donc il faut arrêter de caricaturer nos systèmes politiques précoloniaux comme étant des systèmes complètement absolutistes. Donc le fait que l'Afrique soit rétive à la démocratie, c'est quelque chose qu'il faut combattre. Il faut combattre avec des exemples historiques. Il faut combattre pour chasser un peu l'émotion. C'est sur cette émotion-là que surfent un certain nombre d'acteurs
dont certains politiciens, effectivement, et certains dirigeants, peut-être sahéliens, cette défiance-là, mais il faut la recontextualiser pour mieux s'en départir. Alors, effectivement, il faut dire aussi que le peuple burkinabé, je le disais, a une particularité, c'est que ils ont vraiment, je pense que Thomas Sankara a vraiment fait un travail sur les mentalités. Il y a une particularité burkinabé qui est, ce sont des personnes, à mon sens, c'est vraiment le pays des hommes intègres. Il y a quelque chose de particulier chez eux. Donc, le soutien qu'ils apportent à Ibrahim Traoré, eh bien, c'est un don d'espoir. Oui, c'est un don d'espoir, mais à côté de ça, ils peuvent lui retirer ce même don d'espoir. Ils peuvent le retirer. Le problème, c'est que il faut qu'il y ait dans cette incertitude que constitue cette progression de la transition, il faut qu'il y ait des moyens non pas formels, parce que là ça a été bâclé, ces assises nationales, ça s'est fait un peu trop vite, c'est pas crédible honnêtement, même si c'est pas crédible pour qui? La communauté internationale ou pour les Burkinabés? Lorsqu'on examine un jour seulement pour proroger la transition de 5 années et quels acteurs étaient réellement impliqués, c'est un processus qui est beaucoup trop expéditif pour la lourdeur de l'enjeu. Donc effectivement, il va falloir déterminer des façons de renouveler, même si c'est pas des élections telles qu'on les connaît, telles qu'on les entend, de renouveler cette confiance-là de façon objective, parce que là, pour l'instant, c'est un peu du bricolage et c'est fait à la va-vite, d'où le manque de crédibilité réellement. Alors, pour sortir de ce sujet burkinabé, je me retourne vers vous. Martial, aujourd'hui, est-ce que le président de transition, il est le moindre mal pour les Burkinabés? Et le second volet de ma question, c'est de savoir, est-ce que pour l'instant, c'est l'homme qu'il faut au Burkina? Dit que c'est le moins de mal pour les Burkinabés, ça peut se comprendre et puis ça peut s'entendre. On a vu la liesse, le soutien populaire, et je suis tout à fait d'accord avec Monsieur Delors qui dit qu'il ne faut pas vite s'emballer dans du sensationnel. On a vu ce qui s'est produit dans les années 60 avec l'arrivée au pouvoir des militaires et tout cela, mais il faut prendre en compte le fait que le contexte a évolué, les temps ont beaucoup évolué et que aujourd'hui, on constate quand même que il y a une sorte de révolution qui est en train de s'opérer dans ces différents pays, que cela soit le Mali, le Burkina Faso ou le Niger. Ce qui se produit n'est plus forcément une question factuelle, il s'agit d'idéologie. Les personnes pensent autrement et ça va au-delà même du Burkina Faso. Ceux de la diaspora et des pays, les jeunes des pays environnants. De plus en plus, les diasporas africaines influencent les décisions prises sur le continent. Ah oui, tout à fait. En les finançant. Voilà, en les finançant et en promouvant des idées, de nouvelles idées qui ne sont pas forcément en phase avec la conformité avec l'Occident, avec la France et tout ça. Je ne parle pas des pseudo-panafricanistes qui disent qui rejettent tout le sort tout le mal de l'Afrique, qui met ça sur le dos de la France. Ce n'est pas de ça il s'agit, mais on sent quand même qu'il y a une évolution dans et aujourd'hui, si on doit pouvoir, si on peut dire que Ibrahim Traoré est la personne que veulent les Burkinabés aujourd'hui, ça peut s'entendre très bien. Alors nous rendons du côté du vieux continent, parce que ça a chauffé aussi de ce côté. La semaine écoulée, l'Espagne, l'Irlande et la Norvège, ces 3 pays vont reconnaître un État palestinien. 22 mai 2024, l'Espagne, l'Irlande et la Norvège annoncent la reconnaissance d'un État palestinien. Laurent Delors-Fatou. C'est un événement. Un événement parce qu'en face, automatiquement, les États-Unis ont dit qu'on ne reconnaîtra jamais Israël et la Palestine de manière unilatérale. Et ils ont le droit de veto. C'est-à-dire que ce n'est qu'un coup d'épée dans l'eau. Ils ont parlé pour parler. Tant que les Américains ne vont pas se rallier à la position, ce sera encore les mêmes débats. On a déjà vu ça plusieurs fois. C'est pas la première fois. C'est un homme qui se positionne parce que il faut que chacun soit d'un côté, surtout avec les morts qu'il y a, avec les crises humanitaires qu'on sort. Il faut que certains pays, puis vous allez voir, ces pays sont des pays qui sont d'une tendance donnée où les populations sont plus exigeantes. Et qu'il y a une population très forte qui sont regardantes par rapport aux droits de l'homme, par rapport aux questions humanitaires qu'on sort, et que les dirigeants sont obligés de faire comprendre la population. La volonté du peuple. Du peuple, qui sont du côté du peuple, mais ils savent que ce qu'ils ont dit, c'est du leur. Parce que ça n'ira nulle part, ça restera des paroles qui n'ont aucun effet, et Palestine n'aura pas ce droit d'être un État d'ici demain.
Alors, pouvez-vous, Martial, nous expliquer un peu cette annonce? Comment expliquer cette annonce de ces deux royaumes d'abord et puis de ce pays d'Irlande? Tout à fait, Monsieur Delors venait de le dire, qu'il n'y aura pas de conséquences parce que certains considèrent ces pays comme de petits pays, ne font pas vraiment le poids face aux États-Unis. Mais ce sont quand même des pays. Ah oui, ce sont quand même des pays et il ne s'agit pas de n'importe quel pays quand nous considérons le contexte et l'histoire de ces pays. On parle de la Norvège, l'un des pays qui a été impliqué dans les accords d'Oslo, qui a favorisé les négociations pour mettre en marche la solution à deux États qui n'a pas abouti finalement à cause de l'assassinat du premier ministre israélien de l'époque. Non seulement cela, il y a l'Irlande qui a connu qui a eu son indépendance dans quelque chose qu'on peut appeler de vraiment douloureux, et tout cela. Et il y a l'Espagne qui est très à cheval sur les questions de droits de l'homme et à voir ce qui se passe à Gaza. Ces trois pays décidés de reconnaître Israël, c'est une victoire diplomatique pour l'État palestinien. Et c'est vrai que sur le terrain actuellement, ça ne va pas changer beaucoup de choses, mais ce n'est pas seulement l'événement là, il y a ce qui s'est passé au Conseil de sécurité lors du vote. Vous avez vu, les États-Unis ont été le seul État à voter contre. C'est un peu comme si la France et les autres pays ont laissé les États-Unis. Oui, mais est-ce qu'on peut vraiment compter sur la France? Parce qu'on sait que la France est souvent très prête à danser le zali, 50 pas en avant, oui, avec 90 pas en arrière, donc avec la notion d'autonomie stratégique. Voilà, donc, tout à fait. C'est un peu cette autonomie stratégique-là qu'on est en train de voir émerger parce que je ne peux pas affirmer ici que les États-Unis n'auraient pas fait pression sur ces États qui ont déclaré reconnaître l'État d'Israël. Alors, Hulda, vous êtes expert en relations internationales. Au nom de quoi ces trois pays sont prêts à se mettre l'Israël à dos? Non, Tatiana, je pense que à la fois Monsieur Faton et puis Martial également a décrit le fait que en réalité l'histoire d'Irlande estime avoir été occupée par la Grande-Bretagne, par Londres, donc il y a une similitude, hein. Ils ont l'impression de partager une expérience analogue à celle des Palestiniens. L'histoire avec Oslo, les accords d'Oslo et la Norvège, qui pour expliquer un peu le contexte. Et puis la Norvège a une diplomatie particulière avec le Norwegian Refugee Council. Ils ont un certain nombre d'institutions comme ça qui les placent dans une forme de neutralité, c'est réellement un État médiateur dans les crises internationales. Vous avez aussi l'Espagne qui est là, qui a pris un tournant extrêmement progressiste avec le Premier ministre Sanchez, et donc qui là aussi reste dans une certaine logique. Donc tous ces États-là sont dans une logique en réalité. Ça isole davantage. Je ne trouve pas que ce soit un coup d'épée dans l'eau, parce que si c'était un acte isolé comme ça, oui, mais ça entre dans une séquence importante. La Cour internationale, la Cour pénale internationale, qui, en tout cas le procureur général, qui demande des mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahou, le ministre de la Défense, et puis quelques dirigeants du Hamas. Vous avez ensuite la CIJ, la Cour internationale de justice, qui ordonne à Israël de cesser son intervention sur Rafah et de laisser passer l'aide humanitaire. Vous avez également ce vote à l'Assemblée générale de l'ONU. 143 États ont, en tout cas, demandé à ce que l'État de Palestine ait davantage de droits au sein des institutions et soit reconnu par le Conseil de sécurité, ce qui venait en camoufler au vote que Martial évoquait du 18 avril, où les États-Unis ont été les seuls au sein du Conseil de sécurité à refuser à l'État de Palestine une adhésion officielle à l'ONU. Donc c'est toute une séquence qui affaiblit diplomatiquement quand même Netanyahou, qui fragilise et isole l'axe et le bloc Amérique-États-Unis plutôt et Israël. Donc ces choses-là comptent, Tatiana, elles comptent parce que c'est cette pression qui, en partie, a fait qu'à un moment donné, les États-Unis ont suspendu des armements, une livraison d'armes à Israël, mais il y a derrière le lobby israélien qui a fait pression parce que on est dans une année électorale. Ils ont besoin d'argent et $1 milliard a été débloqué après pour renvoyer des armes. Mais c'est une séquence qui isole davantage les deux acteurs et qui pèse en réalité, Tatiana. Vous avez vu l'impact aujourd'hui qu'a eu la guerre en Ukraine, la politique de sanctions des alliés
grosso modo otanien et du G7, la perception qu'en ont eu le Sud global et la consolidation d'une idée du Sud global, même si c'est une idée un peu vague, c'est vrai, mais il y a eu quand même une solidification de cette idée-là contre ce deux poids deux mesures de l'Occident. Donc ça fragilise le soft power en réalité de l'Occident, de certains acteurs occidentaux, et le soft power se traduit après par du hard power, par le vrai, par l'économie et par la puissance. Ça affaiblit la puissance. Donc je ne dirais pas que c'est un coup d'épée dans l'eau. Ça le serait si c'était un acte isolé, mais dans une telle séquence, je pense que quand même ça a du poids. Alors, je me retourne vers vous. Dites-nous un peu, le Premier ministre espagnol a reconnu que la lutte contre le terrorisme est légitime et nécessaire. Mais à côté de ça, il ajoute quand même que la douleur que Benjamin Netanyahou impose aux Palestiniens est quand même grande. Alors moi, je veux comprendre, c'est quoi cette façon de voir les choses? Oui, nous sommes d'accord pour la lutte contre le terrorisme. On reconnaît que le groupe Hamas est un groupe terroriste, mais à côté de ça, on n'est pas forcément d'accord avec tout ce qui se passe du côté de Gaza. Vous savez, si vous connaissez la stratégie de guerre, vous comprendrez qu'à un moment donné, on livre les maillons faibles et on garde les maillons forts. Dans l'OTAN, il y a les maillons faibles et les États-Unis constituent le maillon fort. On peut livrer les maillons faibles à Palestine. À la vindicte. On peut les livrer, on peut les dire, vous là, soutenez la Palestine. Mais nous là, nous sommes le maillon fort. Tant que nous sommes là, rien ne bougera. Parce que vous savez, l'actualité internationale a tellement bougé. Les morts qu'on soit ont bougé. Et il faut qu'il y ait un message de l'Occident. Le message est parti. Tout le monde est d'accord pour qu'on libère Palestine, mais le gros maillon refuse. Alors qu'on sait que tous les autres là sont dans l'État, sont dans l'OTAN. Ça veut dire qu'ils savent tous que le dernier mot revient aux États-Unis. C'est-à-dire que ce qu'ils font des faits là, ils peuvent faire pour contenter les Palestiniens, contenter la communauté internationale, pour dire quelque chose en train de se faire. Ça fait depuis 67. Depuis toujours, il y a toujours, à un moment donné, il y a comme un ralliement un peu plus large. Après ça se déconsolide et après ça c'est large, ça se déconsolide. C'est toujours, c'est vrai que aujourd'hui on peut penser que c'est plus fort. Mais c'est le résultat final qui m'intéresse, moi. En définitive, est-ce que la Palestine sera un État indépendant? Et c'est là où la question, tout ce qu'on aura fait, que la pression se passe par-ci, que les ralliements plus nombreux, d'accord. Mais la finalité, est-ce qu'on permet à la Palestine d'avoir son droit de veto, tout droit de siéger à l'ONU? Est-ce que la Palestine a son droit d'être un État indépendant? Toute la question est là. Tant qu'on ne va pas arriver à là, je pense que c'est pour ça que je comprends ce que vous dites, hein, par rapport à ce qui se fait, il y a eu une avancée, tout ça. Mais quand vous êtes dans cette guerre, vous savez qu'à des moments là, les acteurs font des stratégies les plus dingues. Et aujourd'hui, on est dans une stratégie parce que l'Israël reste l'allié fondamental de tous les pays occidentaux. Ouais. Y compris la France, le Royaume-Uni et autres qui... Aujourd'hui, ces derniers payent un coût politique extrêmement élevé. Et la balance coût-bénéfice est en train de basculer. Et les obliger peut-être à changer les choses. Pas forcément de façon spectaculaire, mais au moins en tout cas une amélioration de la situation des Palestiniens. Et il faut dire ici que de toute façon, le retour au statu quo est impossible. Le retour après 7 octobre, les attaques du Hamas, est impossible. Impossible parce que, en réalité, toute cette séquence depuis la riposte israélienne a montré l'échec de la stratégie de Benjamin Netanyahou, qui était de faire monter le Hamas dans la bande de Gaza pour justifier une politique dure vis-à-vis des Palestiniens. C'est-à-dire, c'est les affreux qui sont là. Donc les affreux, j'ai le droit de les traiter comme des affreux. Mais là, maintenant, ils se retrouvent du côté de Rafah. Non, ça prouve son échec. Parce que regardez, eh bien, ces 3 États qui reconnaissent, regardez la pression que met l'Assemblée générale des Nations Unies, regardez le soft power, israélien, l'image qu'Israël projette à l'extérieur, qui est aujourd'hui déplorable. Il faut pas entrer dans cette forme de cynisme là. Je suis d'accord. Et croire que tout est en inertie. Non, je suis d'accord avec toi, Oulda. Mais aujourd'hui, la question, c'est de savoir, oui, l'Israël nous renvoie une image que bon, on peut plus comprendre. Mais est-ce que ça change la donne? Est-ce que ça change la logique que Benjamin Netanyahou et le Tsar ont dans la tête? Actuellement, dans les faits, ça ne change pas vraiment grand-chose. Et ce qui est important ici, c'est de savoir que l'ensemble de ces événements qui sont en train de se dérouler vont dans une certaine logique, c'est d'aboutir à une solution à 2 États, comme Oudat le disait. Plus rien ne sera plus comme avant. Ça, c'est sûr. Parce que il y a quelque chose d'important ici.
on parle d'Israël, on parle des Juifs qui ont fait quoi? Qui ont subi la Shoah. Et donc, ils ont... Voilà, de l'État hébreu qui en réalité a subi quelque chose dans son histoire et que on a constaté le monde a pris parti pour ce pays et semble le protéger à un moment donné. Le monde n'a pas pris parti, le monde a créé. Parce que prendre parti, non, il faut nous dire les choses. Je veux pas dire créer, mais ce que je veux dire, c'est que le monde a compati à la douleur du peuple juif pendant ce qui s'est produit durant la Deuxième Guerre mondiale. Et ce statut-là est resté dans l'image de la communauté internationale. Qui a compati pour l'esclavage. Ça, c'est une autre question. Tout à fait. Et donc, aujourd'hui, avec ce statut, si Israël se retrouve en position du bourreau, celle qui était la victime, quand on se retrouve en position de bourreau, c'est qu'il y a un problème qui se pose et c'est un coup politique très dur à même de changer quand même les positions à un moment donné, de forcer les États-Unis y compris à reconnaître. Oui, c'est pas quelque chose qui va arriver. Oui, il y a un vote, ils se sont abstenus sur le cessez-le-feu. Donc ça prouve qu'il y a des avancées. Alors, on va sortir de ce sujet. Le Hamas, de son côté, reconnaît que c'est une étape importante. L'OLP dit que c'est un moment historique. Du côté d'Israël, on estime qu'avec cette reconnaissance de l'État espagnol et palestinien envisagée par l'Espagne, l'Irlande et la Norvège, le terrorisme devient payant. Laurent Delors. Oui, parce que tant que l'État israélien va considérer les Palestiniens comme les terroristes et que des États se rallient à eux, c'est comme si c'est simple. Vous ralliez aux terroristes contre nous qui sommes les victimes parce que Israël se considère, même si Israël tue 10 000 Palestiniens aujourd'hui, c'est que les Palestiniens sont des terroristes. C'est une théorie. Ils sont terroristes. On ne voit pas les hommes. Parce que Israël ne voit pas les hommes, ils voient des terroristes. Et on peut les tuer tous. Et tant qu'un État se rallie aux Palestiniens, c'est que l'État aussi devient un complice des terroristes. C'est une logique simple. Et en fait, c'est là où toute la question se situe. Est-ce que les Israéliens voient les Palestiniens comme des hommes? Parce que toute la problématique est là. Nous, on parle des droits de l'homme, on parle de l'autonomie, on parle de l'indépendance. Mais il faut d'abord être un citoyen, un homme, pour avoir droit à un territoire, à un État. Et les Juifs, l'État considère les Palestiniens comme des terroristes, et que ce ne sont pas des hommes. Ce sont des hommes déréglés. Et aux hommes déréglés, on peut accorder un territoire, un État. Et que toute la question fondamentale est là. Et vous savez qui combat le terrorisme dans le monde entier? C'est sur les États-Unis. C'est le champion de combat du terrorisme. C'est qu'il y a toute une idéologie derrière toute cette quand on va déconstruire l'idéologie du terrorisme et qui parcourt le monde entier, parce que le terrorisme, c'est une idéologie que partout il y a terrorisme qu'il faut combattre. Et en Afrique, comme au Moyen-Orient, partout. C'est-à-dire que tant qu'on ne va pas clarifier ce qu'on met dans terrorisme et terroriste, cette guerre ne va pas prendre fin. Et les Palestiniens n'auront jamais gain de cause. Et la dernière fois, je lisais un article, bizarrement, il y a 200 ans, le même thème a été utilisé et le même combat a eu lieu avec Ousmane Danfodio. Et 200 ans plus tard, ça revient. C'est qu'il faut interroger l'histoire pour savoir qu'est-ce qu'on fait réellement pour comprendre les fondements. Est-ce que c'est des fondements faux du monde ou des fondements vrais afin de corriger le tir. Tant qu'on ne va pas corriger ce tir, on va tout faire, on ne va pas finir avec cette guerre. Troisième sujet de cet après-midi, nous allons du côté de la Perse, devenu Iran aujourd'hui. Des milliers d'Iraniens ont rendu un dernier hommage au président Ibrahim Raïssi à Téhéran, tué le 19 mai dans un crash d'hélicoptère. Le président iranien a laissé les Iraniens sans voix. Oui, tout à fait. Ce qui s'est passé le 19 mai, c'est une situation qui a pris de coup tout le monde. C'est incroyable vu le contexte dans lequel nous retrouvons. L'Iran qui est impliqué dans le conflit Israël-Hamas, qui dernièrement a fait une démonstration de force à l'endroit de l'État hébreu. Et tout ça laisse plein d'interrogations. Est-ce que l'État hébreu a quelque chose à avoir dedans? Vous mettez les pieds dans les plats directement. On ne peut pas exclure cette hypothèse. Et nous allons attendre les documents déclassifiés, je ne sais pas, peut-être dans 20 ans. Ah oui, tout à fait. Et ce qui s'est produit en Iran, on peut avoir comme impression que ça va changer grand-chose dans
l'architecture régionale par rapport au conflit qui se déroule essentiellement à Gaza. Mais quand on va dans le fond, on trouve que c'est pas tout à fait cela, parce que l'État iranien, c'est un État qui fonctionne selon un régime théocratique où le pouvoir, la réalité du pouvoir est concentrée dans la main du religieux qui en même temps a une force religieuse et un pouvoir politique. Et donc, celui-là appelé le guide iranien, c'est lui qui détient le pouvoir et qui exerce de surcroît les fonctions régaliennes, y compris quand il faut prendre des décisions militaires, tout ce qui concerne les attaques et autres. Et Ibrahim Raïssi n'était qu'un parfait exécutant ou un bon élève, si on peut le dire ainsi. Et donc, dans le fond, il n'y a pas quelque chose qui change par rapport à la situation régionale. Maintenant, ce qu'on peut se demander, c'est qui va prendre sa relève au sein du régime même, quand on sait que celui-là était très proche du guide et d'autres pensaient même qu'il serait amené à succéder au guide. Okay. Donc, c'est la question qu'on va se poser. Qui pour succéder à Ibrahim Raïssi, et sachant que le guide est à 85 ans aujourd'hui, je pense, il y a le problème de succession qui se pose effectivement là. Donc, la principale préoccupation consiste en comment succéder, qui va prendre la suite de Ibrahim Raïssi, et là, beaucoup de questions se posent. Il a dit, Oulda, oui, nous l'avons vu, nous avons tous suivi ces milliers d'Iraniens qui ont rendu un vibrant hommage au président décédé. Mais la question, c'est de savoir aujourd'hui, les regards d'Iran sont tournés vers qui? Et est-ce que c'est pas une guerre interne qui est déjà en train de se jouer du côté de Téhéran? Le regard de l'Iran, c'est-à-dire l'appareil politique? Oui, l'appareil politique. L'appareil politique, vers eux-mêmes d'abord, parce qu'il s'agit de puiser dans les ressources du régime pour pouvoir porter un dirigeant aussi aligné sur la ligne dure de l'Ayatollah Khomeini, en tout cas, dans le contexte, encore une fois, de ce qui se passe dans la région. Parce que Ibrahim Raïssi est en parfait accord avec cette c'était son disciple sûr. Absolument, il était perçu effectivement comme pouvant lui succéder. C'est quelqu'un qui a une main de fer, qui a réprimé des répressions des opposants emprisonnés dans la fin des années 80. C'est celui qui a maté le mouvement Femmes Vie Liberté après la mort de Mahsa Amini sur cette question du voile. Donc c'était quelqu'un qui était vu comme vraiment le disciple parfait en réalité du régime. Donc la réalité, c'est que certes une guerre de succession va s'ouvrir, et comment est-ce qu'on va trouver un poulain aussi docile que Ibrahim Raïssi, parce que c'était pas évident. Son prédécesseur, Monsieur Rouhani, ne l'était pas autant. Il y a eu la signature de l'accord sur le nucléaire iranien, avec lequel l'Anatolia n'était pas forcément aligné, n'était pas forcément favorable. Donc vous avez eu des moments où à la fois le président, c'est vrai qu'il y a un rôle plus protocolaire, c'est vrai que c'est Khomeini qui a réellement le réel pouvoir. Néanmoins, il y a eu quelques mauvaises articulations qui ont permis, en tout cas, certaines avancées du côté politique. Donc la question, où est-ce qu'on va le trouver pour réellement faire continuer dans la voie qui est suivie, à la fois pour la question interne, à savoir l'existence même du régime là qui est menacé par ce mouvement, qui n'est pas seulement un mouvement féminin d'ailleurs, les hommes aussi commencent à en avoir mal, hein. Mais oui, mais depuis le début ils sont avec les femmes, les hommes, parce que la question en réalité c'est pas une question de féministes, c'est une question de régime et une question de totalitarisme. C'est la réelle question, c'est-à-dire quelle emprise un régime politique a le droit d'avoir sur des individus. C'est la réelle question. Qu'elle s'exerce sur les hommes ou qu'elle s'exerce sur les femmes. Donc les problèmes internes et puis les problèmes régionaux tels qu'on les a évoqués tout à l'heure, à savoir maintenir le cap de ce qui se passe et du soutien à l'axe de résistance tel qu'il le nommait, former des rebelles Houthis, former du Hamas, former du Hezbollah, former du djihad islamique. Donc il va falloir maintenir un équilibre. En réalité, l'Iran marche sur une ligne de crête, une ligne de crête qui a été montrée notamment après l'attaque du consulat iranien de Damas
le 1er avril, et la riposte iranienne qui était millimétrée. On a prévenu Israël via des canaux régionaux et les États-Unis. Il s'agissait simplement en réalité de défendre l'honneur, de sauver la face, et il savait en fait que l'allié américain, ça ne suffirait pas pour que l'allié américain rentre dans une riposte massive avec Israël. Donc c'était extrêmement millimétré, et ça montre à quel point les choses sont fragiles en ce moment. Donc il faut quelqu'un qui soit en capacité de saisir les enjeux, de les comprendre, et qui soit totalement au diapason avec Khomeini. Alors, on a vu tout ce ballet diplomatique qui s'est déroulé du côté de Téhéran. On a vu la communauté arabo-musulmane très active, où chacun... Bref, en somme, l'Iran, c'est la partie du monde où il fallait être ce jour-là, surtout quand on est dans la communauté arabo-musulmane. Mais certains estiment aujourd'hui qu'avec le décès du président iranien, le Hezbollah et le Hamas deviennent quelque peu orphelin, parce qu'on n'est pas sûr que son successeur regardera dans la même direction que son prédécesseur. Cette mort est un coup dur pour le monde arabe, pour l'Iran et pour tous les partisans de la Palestine. C'est une logique en réalité, parce que ce soit Israël qui ait perpétré l'attentat ou pas, la mort de celui-là, que ce soit ou pas, je dis, la mort de celui-là à cette période-là est un mauvais signe. Parce qu'il y a déjà des hostilités entre les deux États. Et celui qui porte l'autre État meurt. Ça veut dire que si c'est symbolique, sur le plan symbolique, on dira que c'est un coup très dur. C'est comme si en pleine guerre, le général de guerre meurt. Et s'il meurt, ça veut dire que c'est déjà un coup dur pour le peuple qui se sent déstabilisé psychologiquement et pour tous les alliés du peuple. Ça veut dire que même si ce n'est pas Israël, on dira que Israël a quelque chose qui s'est passé pour que celui-là meure. Et s'il meurt, ça veut dire qu'on peut dire que c'est déjà une faille dans tout le combat que se fera contre Israël. Et les Israéliens, même sans rien dire, ils vont surfer. Parce que en face d'eux, l'État en face d'Israël, réellement, c'est l'Iran. Ouais. C'est l'État en face d'Israël. Et c'est le président iranien qui meurt. Il meurt au moment où les Israéliens ont reçu un coup et ils cherchent la réponse. Et que si c'est eux, ou bien si c'est leur Dieu, parce que c'est un peuple tellement fervent, c'est leur Dieu, mais leur Dieu a reçu beaucoup pour Israël. Et Israël ne peut que s'enorgueillir. Et maintenant, l'autre coup dur, c'est la relève. C'est comme si l'avenir de l'Iran devient sombre. Parce que celui qui est préparé pour succéder, pour diriger l'Iran avec la main de fer, disparaît. C'est qu'on sera obligé de trouver un dirigeant par défaut. Ça veut dire que les avenirs... on a vu sur les réseaux sociaux déjà la photo de l'ancien Ahmadinejad. Oui, ce sera un dirigeant par défaut. Parce que, vous savez, partout, chez nous en Afrique, partout, le chef se prépare des années durant. Et on rentre pas en fonction parce qu'on le veut. On rentre en fonction parce qu'il y a un parcours. On va trouver quelqu'un qui n'aura pas peut-être le parcours, mais c'est un coup dur pour le monde arabe, pour l'Iran. Et Israël va encore se faire sur ça d'une manière ou d'une autre pour pouvoir avancer et de rendre encore plus dur. Alors je suis d'accord, c'est un coup dur. C'est un coup dur, certes, ça n'était pas prévu, etc. Et ça tombe au plus mal, réellement. Mais juste, je sais, c'est pas une prophétie, pas du tout. Mais on a déjà vu des dauphins qui n'étaient pas celui qui était prévu et faire mieux. Et dépasser les attentes. On a vu, bon, c'est pas un bon exemple forcément, mais Bachar el-Assad n'était pas celui qui devait succéder. Oui, mais dans beaucoup de pays dans le qui ont surpris. Dans le cas de l'Iran, je veux pas défendre, je veux pas prophétiser sur l'Iran, mais seulement nuancer et dire que parfois, les seconds couteaux sont souvent plus tranchants. Voilà. Alors, justement, en parlant de ça, on sait quand même que il était un ultra-conservateur et que bon, tout le monde le voyait déjà à la place de l'ayatollah. Alors moi, ma question, c'est de savoir aujourd'hui, Martial, quel est l'impact de sa disparition sur la politique iranienne, aussi bien à l'interne qu'à l'externe? Parce que Oulda et Laurent ont essayé de survoler cette préoccupation-là. Le décès de Ibrahim Raisi, conséquence dans l'appareil étatique interne, la conséquence c'est qu'il y aura une désorientation d'abord, parce qu'il était pressenti pour succéder au guide. Et donc, déjà, il peut commencer à y avoir une guerre de succession à l'intérieur de... Ça a déjà commencé. Voilà, c'est ça. Il peut déjà avoir cette confrontation-là. Et ce que je peux dire, c'est que l'Iran serait en mesure de pouvoir
gérer cette situation, parce que le guide ne désigne pas son successeur. C'est un collège de religieux. C'est un peu. Oui, mais le dernier mot, quoi qu'on dise. Hein. Ah oui, mais il faut que vous voyez, le système iranien ne fonctionne pas comme une dictature, parce qu'ils ont besoin du soutien d'un peu tout le monde pour pouvoir asseoir concrètement le régime. Et donc, même si le guide a la prétention de choisir quelqu'un, a l'intention de choisir quelqu'un, il faut qu'il essaie d'obtenir l'avis ou le consentement de ces pairs de l'assemblée de religieux qui forment ce clergé-là. Je crois qu'ils doivent être 88 pour désigner cette personne-là en réalité. Et donc c'est là que le souci va commencer à se poser. Et en dehors de l'effet de guerre de succession à l'intérieur, on a constaté que dans la population iranienne, c'est vrai, ça ne se fait pas savoir comme ça, mais il y a des gens qui semblent se réjouir de ce départ, parce qu'on se dit que ça va favoriser le mouvement Femmes, Vie et Liberté. On se dit que peut-être que ce serait une période où on peut presser les choses, on peut presser les événements pour faire évoluer la situation. Et vous l'avez dit, il est ultra-conservateur, et dans le système iranien, il y a les ultra-conservateurs et ceux-là qui sont... les réformateurs. Voilà, les réformateurs qui, quand même, sont toujours sur la même ligne, mais ont envie de faire avancer un peu les choses, comme l'ancien ministre des Affaires étrangères qui a négocié la conclusion des accords sur le nucléaire. Alors, dernière partie du monde que nous allons décrypter, Japon, Corée du Sud et la Chine, reprise des sommets tripartites de haut niveau, Oulda. Oui, alors c'est une surprise en quelque sorte, mais c'est en tout cas c'est une façon de trancher avec une certaine polarisation de l'espace pacifique, où les États-Unis ont essayé toutes ces années de créer un ensemble d'alliances dirigées contre la Chine. Donc vous avez que ces États participent à un sommet. Ça renforce l'idée. Donc le Japon, la Corée du Sud, et puis la Chine. Donc ça renforce l'idée finalement d'un certain, ça fragilise en tout cas ce qu'a voulu créer les États-Unis, parce que la Corée du Sud et le Japon sont des piliers importants de la stratégie de containment des ambitions chinoises en mer de Chine et dans le Pacifique. Donc il est intéressant que ces acteurs continuent à se parler, à dialoguer, parce qu'on avait eu l'impression d'une hyperpolarisation de la région ces dernières années. Ça montre aussi que il y a un certain multi-alignement que les États sont de plus en plus en train d'adopter. On ne se pose plus de façon massive, comme de façon monolithique contre un acteur ou pour un autre, dans un axe ou dans un autre. Finalement, les acteurs commencent à comprendre que, on se positionne dossier par dossier sur ce qui favorise nos intérêts nationaux. Donc, c'est pas parce que, on est aligné avec les États-Unis qu'on va se tirer une balle dans le pied avec nos voisins sur tel ou tel dossier. Parce qu'il faut quand même dire qu'ils ont besoin de collaborer, ce sont quand même des voisins. Les États-Unis sont tout là-bas, eux ils sont ensemble, donc il faut quand même que sur certains dossiers, il y ait absolument qu'il y ait un dialogue. Alors, Laurent Delors-Faton, ce qui est frappant dans cette partie du monde, la Chine, le Japon et la Corée du Sud sont appelés les trois grands. Alors moi, ma question, c'est de savoir pourquoi ils sont appelés les trois grands. Ça, c'est la première partie. La seconde partie, on parlera de tout, sauf des sujets qui fâchent. Pourquoi? Vous savez, on parle de trois grands parce que dans la région, ce sont les trois grandes puissances économiques qui sont dans la région. Ça veut dire que c'est eux qui capolisent normalement toutes les attentions. Kim Jong-un ne sera pas d'accord avec toi. Pour le moment, non, lui, il est dans son monde. On le connaît, la Corée du Nord, on le connaît dans son monde avec son idéologie qu'on sort, mais c'est les trois grands. Sur le plan économique, on les connaît, ce sont eux qui tiennent l'économie de la région en main. Maintenant, moi, vous savez, je ne veux même pas voir ce qui se passe là-bas. Voilà des puissances économiques qui dominent le monde entier, chacun d'eux du monde, et sentent la nécessité de se mettre ensemble et de ne pas se faire rallier, de ne pas se faire manipuler, mais dominer par les États-Unis. Et le Burkina qui est à côté, c'est là qui n'a rien. Le Bénin qui n'a rien ici, là. Le Niger qui n'a rien. Le Mali qui n'a rien. Ils n'ont rien. Mais c'est eux qui pensent qu'il va aller chercher la Chine, la Russie, pour que la Russie vienne les dominer. Ils sont incapables de s'entendre sur le minimum qu'il y a là.
Parce que le minimum que nous avons, comment on fait pour que la population prenne le carburant d'ici pour aller au Niger à côté là? Comment on fait pour que le coton quitte d'ici? Comment on fait que les transactions? Ça, c'est important. Sur ces sujets, on n'a pas de débat à faire. Mais on laisse ces sujets importants. Et c'est la Russie qui vient dicter la loi. Quand on a pris des Wagner de Russie, on crie, tous les jeunes crient pour dire oui, Wagner est venu avec les militaires pour tuer les Béninois, pour tuer les Burkinabés. C'est de l'absurdité. Au moment où les géants du monde nous montrent l'exemple pour dire changer de comportement un peu en Afrique. Arrête d'être bestial. Écoutez, nous sommes bestiaux. On n'est pas des humains encore. Quelque chose nous manque. Oui, non, parce qu'à un moment donné, quand je suis des jeunes qui ne comprennent rien à la géopolitique nationale, qui ne comprennent rien à ce qu'on appelle la politique, rien à l'économie, qui sont ces réseaux sociaux qui donc tu estimes que ce qui se passe de ce côté-là... C'est une connerie, la connaissance, il faut être dur. Ce qui se passe dans cette région-là, où on dit que la S, il y a écrit, laissons la S faire ce qu'elle veut. 10 ans, on a le résultat, laissons-les. C'est quoi important? Laissons-les 10 ans, on verra. Aucun pays ne peut plus se développer sans ses voisins. La géopolitique, c'est d'abord les voisins. C'est d'abord les voisins de la géopolitique. Se développer absolument en ayant ses voisins comme ennemis. Et là où je le rejoins, brièvement avant de laisser la parole, là où je le rejoins, c'est que tous ces exemples sont en réalité là pour nous enseigner quelque chose. On doit en tirer un enseignement. Et là, je suis d'accord. Qu'est-ce que l'enseignement qu'on en tire ici au Bénin, dans notre bisbille là, avec le Niger et tous les acteurs sahéliens? Il faut en tirer quelque chose, à savoir, il faut arrêter de s'aligner, il faut regarder simplement nos intérêts nationaux. Oui, tu vas finir ou... Non, ce que je veux m'a dire que, à côté des dirigeants politiques, peut-être juste qui sont en manque de culture, il faut que les jeunes qui sont acteurs politiques, qui sont sur les réseaux sociaux, arrêtent d'être aussi des manipulateurs, des gens qui ne comprennent rien à ce qu'on dit. Parce que quand je lis les réseaux sociaux, je dis, mais depuis, je refuse de me prononcer sur les crises. Parce qu'ils disent des conneries, ils ne comprennent rien à rien. Ce dont on parle, c'est comment faire pour que nos économies prospèrent, pour que des États indépendants puissants. Le Bénin peut être une puissance dans le monde entier, la Suisse n'a rien. C'est une puissance. Le Japon n'a rien. Mais une puissance. Le Bénin pas une puissance. Le Niger pas une puissance. Le Togo comme la Côte d'Ivoire comme le Mali. C'est l'exemple là, comme vous l'avez dit. Il faut qu'on suive des exemples qui vont grandir, que de rester dans des instincts et des égocentriques. Parce que nous avons des jeunes qui sont devenus dirigeants, qui sont des égocentriques, qui veulent conserver le pouvoir. La fin du Niger et Bénin là, c'est parce que le président nigérien ou bien le putschiste nigérien veut garder le pouvoir. D'accord. On t'aura compris. Je me retourne vers vous, Marcia. Lorsqu'on regarde tout ce qui se passe aujourd'hui dans la zone Pacifique, est-ce que la Corée du Nord n'est pas la grande perdante dans tout ce qui se passe? Parce que la Chine ne refuse personne. La Chine est en train de chercher comment souder ses reliens avec le Japon, avec la Corée du Nord, mais la Chine se contente aussi d'avoir de très bonnes relations avec la Corée du Nord. Alors je me demande, dans tout ce méli-mélo, comme l'a dit Laurent et Hulda, est-ce que la Corée du Nord n'est pas perdante? Tout à fait. Dans cette situation, parlons de l'économie, de la force économique ou des intérêts économiques dans cette région. La Corée du Nord, c'est pas aujourd'hui que la Corée du Nord perd dans ce cadre-là. C'est depuis le début, si je vais le dire ainsi. Et pour la Corée du Nord, est-ce que c'est vraiment la préoccupation? Le leader nord-coréen, sa préoccupation, ce n'est pas forcément être bien avec ses voisins. Non, c'est pas forcément être bien avec ses voisins, oui, mais est-ce que c'est dans son objectif est beaucoup plus lié à la sécurité, à l'armement, et c'est vrai, il se préoccupe de l'économie et entretient effectivement des relations avec la Chine. Oui, effectivement. Oui, la Chine. Avec la Russie aussi, effectivement. Et donc, oui, mais la Russie n'est pas là. Je peux me tromper, Hulda. La Russie n'est pas dans la zone Pacifique. Là, on parle de ce qui se passe dans la zone Pacifique. Je pense ils sont pas forcément perdants là. Parce qu'en réalité, il faut pas y voir, encore une fois, c'est un nouveau paradigme. Donc, il faut pas y voir un alignement complet. On peut se combattre sur certains dossiers et on peut s'aligner sur d'autres dossiers. Et dans tous les cas, la Corée du Nord demeure quelque part le chien fou de la Chine, qu'elle lâche à tout moment. Elle ne peut pas le faire elle-même, mais lorsqu'elle peut pas directement intervenir, elle utilise la Corée du Nord, par exemple, pour aider la Russie à s'armer, par exemple. Donc, la Corée du Nord garde un rôle important dans la géopolitique de la région et puis globale. Ouais. En fait, quand vous regardez les trois continents, les plus grands trois continents, vous allez voir que en Europe, la Chine, ils ont la Russie. L'Afrique aussi. En Europe, ils ont la Russie. Non, les Européens ont la Russie. Les Américains ont le Cuba. Les Asiatiques ont la Corée du Nord. Chaque continent a un état stratégique
qui fait la terreur. Et on en a besoin pour que le monde entier se porte bien. Parce que quand il y a des crises, on passe pas ailleurs pour agir. L'Afrique n'en a rien. Il faut observer, quand on politique, on n'a aucun État en Afrique qui fait le fou. Et il faut en avoir aussi. Et on connaît l'État qui peut faire le fou. On le connaît, c'est pas moi le dire, on connaît l'État. Mais personne ne fait rien, non, c'est pas moi de le dire, mais personne ne fait rien pour que cet État devienne le fou. Oulda, tu connais l'État qui fait le fou? Que non, il faut qu'il m'éclaire. Martial? Donc, je connais pas, mais je sais que ce qu'il vient de dire est quelque chose de très important. Il y a de ces États, des États qui sèment la terreur, bon, en fait, qui sentent la terreur un peu partout. Et quand on veut prendre des décisions dans la zone, on tient compte de ces États parce qu'on se dit que cet État peut décider d'intervenir d'une manière ou d'une autre et bouleverser tout. Et donc, quand on prend les décisions, voilà, ça rétablit en quelque sorte un équilibre avec une sécurité qui va avec. Tout à fait. La Russie, c'est les Européens qui le maintiennent là. Il faut que tout soit là pour nous. Au cas où les Américains voulaient attaquer, tu sors. La Corée du Nord, c'est pour les Asiatiques. Tu sors, le Cuba est là. Tu sors, ou le Venezuela. Ce sont les États pour sortir. Voilà, chers amis internautes, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Le Monde en 52 minutes de ce lundi, le tout dernier numéro du mois de mai où j'ai reçu pour vous Oulda Mama. Elle est experte en relations internationales, consultante géopolitique, c'est une femme aux multiples casquettes. Et Martial Akwete qui nous a fait l'honneur d'être avec nous ce lundi et nous espérons que c'est pas la dernière fois. Hein? Le dernier panéliste qui a dit que chaque continent doit avoir un État fou. Il a pris l'exemple de la Corée du Nord qui se retrouve dans l'Asie-Pacifique. Il a pris l'exemple de la Russie qui se retrouve au niveau du vieux continent. Il a pris Cuba et le Venezuela qui se trouvent au niveau du continent américain. Et vous en Afrique, vous avez qui? Merci de nous avoir suivis. Retrouvons-nous le lundi prochain pour le tout premier numéro du mois de juin.